On est ensemble avec vous sur Sud Radio pendant 2 heures pour commenter l'actualité. C'est le 10h midi avec aujourd'hui Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour. Dominique de Montvalon, journaliste politique. Bonjour à vous. Arnaud Benedetti, bonjour. Professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et votre dernier livre est paru chez Humain Science, Le progrès est-il dangereux? Avec nous également Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. On va parler de sécurité, évidemment. Il y a un petit écho, Emmanuel Macron qui monte au fond de la sécurité. Il est en campagne, certes, à droite toute. Le dessin de CAC à la une de l'Opinion est assez drôle aujourd'hui, où on voit un Emmanuel Macron en train de se disputer avec Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Et je ne sais pas si c'est Brigitte au-dessus qui dit laisse les jouer à tes petits camarades. On y reviendra. Donc Pierre est-il un vrai prénom? C'est ce que disait une femme hier dans un quartier que visitait Emmanuel Macron. Elle déplorait le manque de mixité. Son enfant ne connaissait pas ce prénom, ou en tout cas doutait du fait qu'un enfant aujourd'hui puisse le porter. Et puis on va parler du Covid. Faut-il un déconfinement territoire par territoire? Commençons avec notre tour de table habituel sur ce qui a retenu votre attention. Pascal, on a tenté d'évoquer la journée de la Terre demain. C'est en rapport avec cela, votre coup de cœur? Oui, puisque on a souvent tendance, et moi le premier, à faire du French bashing, comme on dit, et Dieu sait si les occasions sont nombreuses, malheureusement, d'en faire. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un satisfecit pour notre pays et pour son beau territoire, puisque l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui, entre autres, liste chaque année les sites les plus soigneusement préservés, conservés et gérés, a inscrit 7 nouveaux sites français, dont par exemple celui de la montagne Sainte-Victoire en Provence, cher à nos peintres impressionnistes, à son palmarès, sur sa liste verte. Voilà, donc un satisfecit pour la France et pour la conservation de certains de nos territoires. J'espère qu'il y en aura encore plus l'année prochaine. Oui, écoutez, c'est pour une fois qu'on peut se féliciter de quelque chose. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Dominique, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule à propos du projet de création d'une Super Ligue européenne de football. Alors, en 2 mots, quand on parle de football, immédiatement, beaucoup s'éloignent. Le football ne m'intéresse pas, alors qu'il s'agit d'une affaire violemment politique. Ouais. Et deuxièmement, c'est une affaire qui a une symbolique qui peut concerner d'une certaine façon la future présidentielle. Droit au but, c'est le cas de le dire. Il y a un certain nombre de clubs européens les plus riches, les plus puissants, à 2 exceptions près, le Bayern de Munich et le PSG pour l'instant, qui se sont réunis et veulent créer leur propre ligue. Donc c'est leur propre ligue de football pour jouer entre eux chaque année, alors que le football est le sport le plus populaire dans le monde et en France, alors que le football est un sport d'abord populaire, et pour jouer entre eux, pour canaliser les budgets de publicité. Donc c'est au fond la Super Ligue des riches, arrogants et friqués. Enfin, friqués, c'est un pléonasme, puisque j'ai dit super riches. Quand même. Pardon ? Non, ils le sont tous un peu super riches quand même. Ils seront tous là. Tous là. Le PSG veut pas. Non, mais pour l'instant, je pourrais vous donner un éclairage en rappelant la Coupe du Monde au Qatar, qui va avoir lieu. Non, restons sur l'essentiel. C'est quand même assez incroyable qu'il y ait ce que je tiens personnellement, parce que j'aime beaucoup le football, mais c'est carrément une affaire politique. C'est un kidnapping du football européen. C'est une tentative, pour l'instant pas complètement avalisée, une tentative de kidnapping du football européen pour canaliser au profit de quelques grosses pointures, grosses écuries, le maximum d'argent. Et ce qui était un sport populaire restera dans les têtes un sport populaire. Les autres, ils sont priés d'aller jouer sur le pré. Voilà. Il y a des amateurs de foot dans le... C'est dégueulasse. Je vais vous dire une chose, c'est dégueulasse cette affaire. Oui. Vous en pensez quoi? Pascal Bataille?
Oh, pardon, oui, ce qui est intéressant, c'est effectivement que ça suscite, pour l'instant en tout cas, un tollé assez général en dehors de ces 12 clubs super riches. Il y a d'ailleurs des réactions de joueurs que je trouve assez encourageantes, comme Hazard, par exemple, le Belge Hazard, qui dit en fait les riches veulent confisquer ce sport qui a été créé par le peuple et par les classes les plus populaires. Il parle d'or. Donc voilà, donc c'est plutôt pour l'instant, et Dominique de Montvalon a tout à fait raison de pousser ce coup de gueule. J'ai l'impression que pour l'instant ça suscite beaucoup plus d'hostilité et d'ailleurs l'UEFA a réagi et la FIFA ont réagi de façon très très virulente. Voilà, alors est-ce que ça va prospérer? Évidemment, ils ont de gros moyens et les moyens de continuer leur sécession, mais est-ce qu'il y aura possibilité de mettre un stop à tout ça? Les jours prochains le diront certainement. Oui, Arnaud Benedetti. Moi, je rejoins ce que dit Dominique de Montvalon sur la dimension très politique de cette affaire au-delà du sport. C'est que c'est aussi l'expression d'une mondialisation qui est un peu devenue folle, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on échappe à toutes les structures nationales, on échappe aux instances de régulation que sont les fédérations sportives, l'UEFA, la FIFA. Et on crée son championnat à soi entre une élite sportive, économique aussi. Donc il y a en effet, je pense, quelque chose qui dit... il y a quelque chose qui est important au-delà de la symbolique, mais qui est important politiquement. D'ailleurs, je note que le président Emmanuel Macron a manifestement s'est opposé dans une interview, je ne sais plus quand, à cette perspective. Sur le PSG, je rejoins ce que suggérait Dominique de Montvalon. On attendra après la Coupe du Monde au Qatar en 2022 la position du PSG, qui pourrait, à mon sens, éventuellement s'infléchir, si bien évidemment ce projet était maintenu. Oui, bon, je passe, vous passez, Judith. Moi, je suis toujours étonnée qu'on s'étonne des relations entre le foot de haut niveau et le fric. Il me semble que c'est consubstantiel, mais bon. Non, mais on n'est pas dans l'ingénuité, chère Judith. Qu'il y ait beaucoup d'argent dans le football et au sommet du football, c'est une chose. Mais là, c'est quand même, j'insiste pas davantage, mais c'est quand même une tentative des plus riches et des plus arrogants. Et c'est pas exactement la même chose, de faire sécession à leur seul profit, c'est quand même incroyable en soi, ça a du sens en soi, et encore plus quand on pense ce qu'est le football on peut ne pas aimer le football, mais c'est le sport le plus populaire. Oui, mais je suis d'accord avec Judith, comment on peut encore s'étonner de l'argent Arnaud Benedetti a évoqué la mondialisation. Il y a... différentes formes de mondialisation. Ça, c'est la mondialisation. Ça, c'est une pente de mondialisation arrogante et insupportable, qui d'ailleurs se retournerait tôt ou tard contre ses auteurs en boomerang. Mais enfin bon, on joue quand même avec les passions de beaucoup. Oui. Oui. Ce qui est important effectivement dans cette dimension politique, c'est que on voit que de la même façon que les GAFA le font depuis un certain nombre d'années, il y a aujourd'hui des grandes entreprises, parce que les gros clubs de foot, ce sont des grosses entreprises extrêmement riches et puissantes, qui peuvent s'exonérer de toutes les instances, effectivement, de toute la hiérarchie, des structures, qu'elles soient nationales, fédérales, internationales, etc., pour mener leur propre vie et leur propre aventure telle qu'ils l'entendent, et encore une fois, en s'abstenant de rendre des comptes à quiconque. Oui, ça c'est effectivement l'aspect intéressant, mais qu'il ne faut pas mettre sur le dos de la mondialisation, mais sur le dos d'un non-respect des règles de la libre concurrence. Ce dont vous parlez, en fait, c'est le trust. C'est la concentration d'intérêts et c'est au mépris des règles du marché. Catherine vous demande, c'est une auditrice, Dominique de Montvalon, ce qu'en pense Emmanuel Macron comme c'est politique, à votre avis? Je n'ai pas de confidence, mais comme l'a dit Arnaud Benedetti, je crois, ou c'était vous, d'après ce qu'on croit comprendre dans l'État, c'est une situation flottante. Il est hostile à ce projet-là, mais voilà, c'est pas lui qui va diriger ça, mais c'est pas absolument négligeable que la France ne joue pas ce jeu-là. La France et l'Allemagne, pour le moment. Allez, on se retrouve dans un petit instant.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et nous commentons l'actualité avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine et Dominique de Montvalon, journaliste politique. On va parler d'Emmanuel Macron qui monte au front sur la sécurité. On va parler de ce prénom, Pierre. Est-ce que c'est un prénom qui existe vraiment? Voilà ce qu'a dit un enfant à sa maman, qui l'a répété hier au président de la République. Et puis, Covid, va-t-on vers un déconfinement territoire par territoire? On continue notre tour de table. Judith Weintraub, c'est un coup de gueule. C'est un article que j'ai lu également dans Le Parisien. Ouais, qui m'a fait bourdir. Oui, moi aussi, Sophie de Menton aussi. Alors, j'ai vu qu'elle avait tweeté. C'est une entreprise montpelliéraine qui est spécialisée dans la recherche de donateurs. Bon, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Qui a décidé d'accorder systématiquement une journée de congé menstruel aux femmes qui estiment que leurs règles sont trop douloureuses pour aller travailler. Ouais. Et alors, moi, je trouve ça invraisemblable de considérer qu'avoir ces règles, c'est une maladie. Ça peut être très douloureux pour certaines femmes, mais ça veut dire que c'est une journée de congé globalement. Voilà, sans aucune... il y a des médicaments et ça contribue à donner de nous l'image de petites choses fragiles, ce qui est vraiment l'inverse du but que devraient rechercher toutes les féministes. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que sur ce coup-là, je suis d'accord avec une association avec laquelle, en général, je suis en désaccord radical surtout, qui est Oser le féministe et qui dit exactement ça. On n'est pas. C'est bien que vous soyez d'accord pour une fois. Tout arrive. Oui, mais c'est plutôt étonnant. Bon, je vais être hyper sexiste, comme pour le foot. Je ne vais pas demander. Si, vous avez peut-être un avis. Vous êtes chef d'entreprise, Pascal Bataille. Vous en pensez quoi? Écoutez, je ne pourrais que répéter mot pour mot ce que vient de dire Judith, tout en étant bien moins autorisé que vous, toutes les deux, à en parler, puisque c'est pas un problème, c'est évidemment 100% féminin. Mais effectivement, attention à ce que vous dites, voilà. Parce qu'il y en a qui ont eu des ennuis pour avoir dit ça, parce qu'il y a des... Oui, déjà, il faut dire personne personne n'ayant ses règles, il faut dire. Voilà, ce n'est pas un problème déjà, excusez-moi, c'est un sujet extrêmement féminin, mais oui, je pense que c'est encore une aberration. Oui, mais bon, que des féministes soient d'accord avec le fait que ce soit une aberration, c'est des néo-féministes. C'est des néo-féministes. Allez, Arnaud Benedetti, on va rentrer dans le vif du sujet de la politique avec vous. Vous vouliez revenir sur cette interview accordée par Emmanuel Macron à CBS. Oui, alors c'est les propos que le président de la République a tenus sur l'histoire devant le média américain, où il a finalement dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France pour, de fait, déraciner un racisme dont la mémoire et l'histoire seraient porteuses dans la société française. Moi, j'avoue ne plus comprendre quel est le rapport à l'histoire d'Emmanuel Macron. C'est un rapport qui est contradictoire, qui oscille en fonction des publics et des circonstances. Un jour, il nous dit à juste titre qu'il ne faut pas déboulonner les statuts. C'était une de ses déclarations au mois de juin dernier. Aujourd'hui, il vient finalement tenir des propos qui semblent invalider ce qu'il disait il y a quelques mois. Je trouve qu'il a un problème avec l'histoire. Il a un problème avec l'histoire parce que d'abord, il n'en est pas le propriétaire. Le chef de l'État n'a que le gifouille de l'histoire et de la mémoire. Et que je pense que les déclarations qui sont les siennes sur ce sujet sont des déclarations où il brouille un certain nombre de messages, et il brouille d'ailleurs y compris son positionnement. Je ne suis pas sûr que les déclarations qu'il a pu tenir devant CBS à ce sujet lui fassent gagner une voix à gauche, mais elles risquent de lui en faire perdre un certain nombre à droite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me paraît assez essentiel, c'est que si vous voulez, un chef de l'État doit, il me semble en tout cas, avoir une vision positive de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est quand même confronté dans ce pays à un immense problème qui est un problème d'assimilation et d'intégration d'un certain nombre de populations qui se sont installées, qui ont des cultures parfois très différentes des nôtres.
et que si l'on veut que la machine à l'assimilation, que la machine à l'intégration fonctionne, il faut que nous portions une vision de l'histoire qui soit une vision de l'histoire positive. Les historiens font leur travail, ils doivent faire leur travail de manière pluraliste, avec des approches qui doivent permettre d'étudier tous les pans de l'histoire, y compris les moins glorieux pour le pays. Mais le rôle d'un chef de l'État, et c'était d'ailleurs ce qu'avait compris quelqu'un comme le général de Gaulle, ce qu'avait compris également François Mitterrand, il ne doit pas être de porter un jugement permanent sur le passé, quand bien même ce passé pourrait parfois être critiquable. Donc je trouve que la position d'Emmanuel Macron est, encore une fois, extrêmement brouillonne, qu'elle est dangereuse sur un certain plan, et qu'elle ne contribue pas à apaiser le débat public dans notre pays qui en a bien besoin. Oui, Judith Weintraub. Parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Arnaud. J'ajouterais comme tentative d'explication que Emmanuel Macron, peut-être tout simplement, s'adapte à ce qu'il croit que son auditoire attend de lui. Parce que là, en fait, en plus, on parle d'une interview CBS diffusée le jour où était également publiée notre interview d'Emmanuel Macron dans le Figaro, où là, il ne reprenait pas du tout les mêmes termes. Rappelez-vous, c'est aussi devant Brut, média destiné aux jeunes, qu'il avait parlé de contrôle aux faciès et de discrimination et de racisme systémique. Donc, il s'adapte à son public. Et ça, c'est la manifestation d'une structure mouvante. Mais c'est dur en même temps. Oui, mais je crois que c'est un problème structurel, de structuration de la pensée peu solide. Peu solide ou de vouloir satisfaire tout le monde, c'est-à-dire vouloir contenter... L'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Ouais. Dominique D'abord... je ferai un distinguo entre l'interview au Figaro, moi aussi, l'interview au Figaro et l'interview à CBS. On est en campagne présidentielle ou en début de campagne présidentielle et de toute façon, indépendamment de ça, un président s'adresse en principe à tous les Français. Alors les Français, ils ont pensé ce qu'ils veulent, les avis sont divers de l'interview au Figaro. Elle était claire, elle était nette. Certains trouvent que c'est bien tard, que c'est insuffisant. Enfin bref, on ne va pas à l'instant reparler de ça. Cette interview dont ils ont eu à une télévision américaine, dont ils ont eu de lointains échos, elle est totalement tarabiscotée. Je mets au défi qui que ce soit d'avoir compris quel était le message, fût-ce depuis l'Atlantique, enfin outre-Atlantique, qui était distillé. Donc il y a vraiment un problème. Je dirais, c'est pas deux pensées de Macron, mais il y a deux Macron. Alors il y a celui, et pourtant ça se passe le même jour, pratiquement, à quelques heures près, celui qui s'adresse aux Français dans des termes, je répète, qu'on peut contester, mais qui sont clairs et nets, et celui qui rentre dans des débats tarabiscotés, compliqués, etc. Et qui sont très présents aux États-Unis, où la France est considérée comme un pays arriéré. Oui, mais on n'a pas besoin de se justifier. Et personnellement, en toute immodestie de simple citoyen, je l'inviterai, aucun titre à lui donner des conseils, mais j'ai le droit de porter un jugement. Je l'inviterai à mettre un bémol sur la propension qu'il a à vouloir entrer dans le débat nécessaire, mais sur un autre terrain, des historiens entre eux, à vouloir s'aventurer. Je ne voudrais pas, par cruauté et faute de temps, je vais prendre cet alibi pratique, rappeler toute une série d'erreurs qu'il a sur ce terrain-là, commises, en voulant se mettre sur ce terrain-là. Pour ne pas être allusif, j'en citerai une qui est quand même la plus énorme, c'est d'avoir, en Algérie, je crois, qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Je pense qu'il s'en mord les doigts aujourd'hui, en tout cas, il ne le referait pas, mais c'est fait. Donc, il faut... C'est pas si évident, non, je ne suis pas sûr. À mon avis, ils s'en mordent les doigts les jours impairs et les jours pairs. J'ai la naïveté de le croire. Peut-être que je me trompe et que c'était complètement volontaire. En tout cas, sur ces terrains-là, le plus grand adversaire de Macron, il a un nom clair et net, c'est Macron. Oui. Pascal, bataille là-dessus, sur ce sujet ? Moi, j'ai déjà dit dans cette émission, Valérie, que je m'inquiétais parfois sur la capacité du président à avoir une pensée claire et tenue et structurée. Et je pense qu'on est certainement à la fois
dans la démagogie et l'adaptation au public visé. On le voit sur un sujet dont on va parler, la sécurité, où tout d'un coup il dit qu'il n'y a pas de violence policière systémique, alors qu'il avait dit l'inverse il y a quelques mois. Donc là encore, certes, il y a une part de démagogie, mais j'ai l'impression que ce fameux « en même temps » dont on voit les ravages depuis son élection, c'est quelque chose de profondément ancré dans sa capacité à analyser et à penser, et qu'effectivement, il n'arrive pas à se tenir à une ligne, quel que soit le sujet d'ailleurs, et je trouve ça assez inquiétant pour ma part. Ouais. Allez, on va marquer une pause et on va revenir sur cette visite hier d'Emmanuel Macron à Montpellier sur le thème de la sécurité. Il a été interpellé sur le manque de mixité, donc deux sujets, celui de cet axe qu'il a décidé d'embrasser, celui de la sécurité, et puis le problème de la mixité. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous commentons l'actualité. Vous pouvez bien évidemment réagir. Vous le faites sur Facebook, sur le Facebook de Sud Radio, sur YouTube également, sur Twitter. Emmanuel Macron, donc hier, en visite dans un quartier, en déplacement à Montpellier sur le thème de la sécurité. Il déplore le manque de mixité. Déjà, un mot sur cette grande interview. On n'a pas eu le temps d'en parler hier. Cette grande interview qu'il a accordée au Figaro. Là aussi, le média a été choisi. Le média a été choisi, mais pas les circonstances. Racontez-nous un petit peu. En fait, non, c'est pas des coulisses à raconter, mais on peut supposer raisonnablement que Emmanuel Macron, pour sa rentrée sur le terrain de la sécurité, terrain qui avait très largement constitué un angle mort depuis 2017 pour lui, aurait préféré qu'il n'y ait pas en même temps le jugement de Viry-Châtillon, beaucoup plus clément pour les auteurs de ces crimes contre les policiers, de policiers qu'ils ont essayé de brûler vifs, et qu'il n'y ait pas non plus le non-jugement dans l'affaire Sarah Halimi. C'était le pire contexte possible, c'est venu percuter totalement le message. Après, il y a le contenu de l'interview dont il faut parler aussi, les promesses en termes de places de prison qui ne correspondent absolument pas à ce qui est réalisé. J'avais déjà eu l'occasion de faire des papiers là-dessus. En tout cas, ce que ça montre, c'est que Emmanuel Macron s'est aperçu qu'il ne pouvait plus continuer à négliger ce terrain, à laisser Éric Dupond-Moretti, son garde des Sceaux, dire que, grosso modo, comme Lionel Jospin, on a plus un sentiment d'insécurité qu'une réelle progression de l'insécurité. Dupond-Moretti conteste que la violence s'accroît. Donc c'est un coup d'arrêt à ça qu'il a voulu donner, puis c'est bien aperçu que la sécurité serait l'un des enjeux majeurs de la campagne présidentielle. On rappelle qu'à Tourcoing, depuis plusieurs jours, il y a des affrontements assez que Tourcoing est la ville du ministre de l'Intérieur. Donc, et que ces affrontements ont éclaté après l'arrestation de dealers. Donc là aussi, quand Emmanuel Macron dit on va faire la guerre au trafic de drogue, on va faire la guerre aux dealers, on attend les actes, Dominique de Montvalon. Non, à propos de ce que vient de dire Judith Van Traub, il ne pouvait pas maîtriser le contexte, et le contexte, c'est un euphémisme, ne lui a pas été favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en revanche, il a fait un choix politique qui est intelligent, c'est d'avoir donné cette interview au Figaro. On peut le dire quand même. D'une part, elle était bien mise en œuvre, on peut discuter le titre de une, mais enfin, c'est déjà derrière nous. Elle était bien mise en œuvre et largement présentée, elle était intéressante. Le contexte a pollué son interview, ça c'est une chose, mais il avait raison, il n'avait quand même pas donné l'interview à Libé ou au Monde. Bon, on fait de la politique, on le fait dans les choix, il fait de la politique et nous tous nous en faisons. Mais on fait des choix, tout compte, le média compte. Bien sûr, mais il est clairement en campagne, parce qu'on a vu, ça rejoint le sondage IFOP pour Sud Radio qui est paru dans le JDD, où Emmanuel Macron perd très sérieusement des électeurs de droite, et chez les jeunes également. Arnaud Benedetti. Évidemment.
Oui, alors vous avez raison de rappeler qu'il est en difficulté sur ce sujet, parce que c'est un sujet, d'ailleurs Judith le disait, où il n'a jamais été considéré, enfin, on n'a jamais considéré que le régalien, en l'occurrence, était un point fort du président de la République, et surtout qu'un certain nombre d'études d'opinion montrent que par rapport à celle qui constitue à ce stade sa principale rivale, Marine Le Pen, sur la question de l'autorité, sur la question de la laïcité également, il ferait moins bien qu'elle. Donc il faut qu'il précipite d'une certaine manière le mouvement pour essayer quand même d'accrocher une partie de l'électorat de droite dont il a besoin et dont on sait très bien que la question de la sécurité, la question de l'autorité de l'État est un marqueur très important. Emmanuel Macron, quand même, est suffisamment intelligent pour savoir qu'il a perdu de gros bataillons à gauche. Et donc que sa réélection se jouera en partie sur sa droite. Et on voit bien que maintenant, depuis plusieurs mois, la question qui est la question de la sécurité, la question de l'autorité, la question de la laïcité, ce noyau dur des questions régaliennes constituera un enjeu majeur de la prochaine élection présidentielle. Moi, je m'étonne quand même. Je trouve que finalement, ces campagnes présidentielles, on est quasiment en pré-campagne. C'est-à-dire qu'on part de plus en plus tôt dans la séquence de campagne. On est à, certes, plus qu'un an du premier tour de l'élection présidentielle, mais on voit que les choses sont en train de se précipiter un peu partout. Monsieur Bertrand a fait une déclaration de candidature il y a quelques semaines. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont annoncé il y a déjà très longtemps qu'ils étaient l'un et l'autre candidats. Et là, on voit d'une manière très subliminale, le président de la République se précipitait déjà dans la campagne. Donc ça pose quand même un problème sur le fonctionnement des institutions et on voit bien que là, on est en train de payer, me semble-t-il, au prix fort, l'inversion du calendrier, le quinquennat également, qui finalement hystérise le débat encore plus qu'il ne l'était par le passé. Oui. Pascal Bataille. Alors, moi, j'ai adoré la une de Libé aujourd'hui, le petit Nicolas. C'est vrai que très Emmanuel Macron connaît sa grammaire de président sortant et il sait qu'effectivement, ce terrain de la sécurité, c'est là qu'il sera extrêmement challengé par à la fois Marine Le Pen, mais il faut le rappeler aussi par Xavier Bertrand, qu'il a attaqué à plusieurs reprises sur ce sujet en disant qu'il était en échec total sur les questions de sécurité. Donc pour l'instant, ces deux adversaires vraiment déclarés sont sur ce terrain-là. Je trouve qu'il a eu l'intelligence, parce que contrairement à ce qu'ont dit les interlocuteurs précédents, moi, je voudrais rappeler que la sécurité n'est pas uniquement un thème de droite et qu'il y a une gauche républicaine incarnée par exemple par Jean-Pierre Chevènement, auquel Emmanuel Macron fait d'ailleurs référence, je crois, dans l'interview, si je me souviens bien. Et il est allé, en même temps que cette interview, il est allé en déplacement dans une ville dirigée par un maire de gauche, Michael Delafosse, qui lui aussi est plutôt assez en pointe sur les questions de sécurité et de respect de la République. Donc là-dessus, je pense que c'était assez habile, tout en étant effectivement très facilement décodable. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le subliminal de Arnaud Benedetti. Là, je pense qu'on est très dans le très visible et très concret. Alors, ce qui est en plus, et j'en terminerai avec ça, un petit peu décevant, c'est que personne n'apprend de ces campagnes démarrées et du lièvre et de la tortue de La Fontaine et de ces campagnes démarrées très en amont. Emmanuel Macron lui-même est bien placé pourtant pour savoir que le candidat de dernière minute peut être aujourd'hui celui qui l'emporte le plus facilement. Donc j'ai peur qu'on assiste à la fois à une surenchère pendant l'année qui vient totalement stérile et que pendant ce temps la France soit moins gouvernée qu'elle ne devrait l'être, et déjà elle ne l'est pas forcément beaucoup, et que effectivement tout ça n'augure pas forcément pour autant du résultat qui sera celui de 2022. Oui, Judith. Oui, c'est très important ce que dit Pascal. Alors moi je comprends ce que veut dire Arnaud quand il parle de marqueur de droite pour les discours sur la sécurité, mais c'est pour avoir pensé que la sécurité n'était pas une préoccupation de l'électorat de gauche et à l'intérieur de cet électorat, de l'électorat populaire, que la gauche l'a perdu précisément et que Marine Le Pen se retrouve en tête dans l'électorat populaire. Alors la une de Libération, elle est très drôle, le petit Nicolas, mais c'est l'archétype de l'erreur d'analyse que fait la gauche bien pensante quand elle méprise les questions de sécurité. Oui, Dominique. Je partage totalement l'avis à l'instant de Gilles Ventrobe, y compris sur l'analyse qu'on peut faire sur le fond de la une de Libé.
Elle est consternante, elle est amusante, bon, d'accord, mais elle est consternante parce qu'elle montre une capacité d'aveuglement qui poursuit, peut-être s'aggrave, de la part d'une gauche dont, si l'on en croit les sondages, on voit qu'elle est au fond du trou. Hein, bon. Alors, cela dit, s'agissant de Macron, le problème sur autorité de l'État, sécurité, laïcité, ce sont des thèmes, si on peut dire, selon la terminologie habituelle, régaliens, qui n'y étaient, non seulement qui n'étaient pas premier dans son discours quand il a été élu en 2017 et dans ses premiers temps, etc., mais en fait, il revient personnellement de loin parce que, au travers d'un certain nombre de déclarations, on s'apercevait qu'il avait une vision un peu angélique, un peu américaine, je dirais. Hein. Par exemple, je prends juste ça, je termine là-dessus, sur la laïcité. Il revient de très loin. Il n'était pas sur ce terrain-là au départ. Il n'y est pas du tout. Il en est où, là, sur la laïcité? Non, ça dépend des jours. Il y est au moins dans l'invocation de la laïcité comme un élément clé. On peut considérer que c'est trop tard, que c'est pas assez, qu'il ne fait pas, etc. Mais on va parler des gens qui... Revenir. Non, il revient de loin. Trop loin, peut-être. Est-ce que c'est crédible? Moi, je suis pas tout à fait sûr qu'il ait fait son chemin de Damas. Non. Sur la question, je reviens sur ce dont on débattait tout à l'heure. Son rapport à l'histoire démontre qu'il est beaucoup plus hésitant qu'il n'y paraît en cette matière. On voit bien quand même que son principal souci aujourd'hui, c'est encore une fois de parvenir à être crédible sur des thèmes, on l'a dit, tous autour de cette table, où il était plutôt en difficulté, où il ne paraissait pas véritablement maîtriser le sujet. Donc il a fait en effet un effort, en tout cas sur le plan du discours, pour aujourd'hui intégrer cela dans son logiciel politique. Mais vous savez, en politique et en communication politique, c'est souvent malheureusement la première impression qui compte. Et il reste encore profondément marqué dans une partie de l'électorat qu'il souhaite en tout cas arrimer à son offre politique par les ambiguïtés du début. Je ne suis pas sûr que l'effort qu'il est en train de faire pour essayer justement de rattraper ce retard, comme le dit Dominique, soit suffisant pour être la question est posée. Arnaud, la question est posée, effectivement. D'autant plus que les policiers, eux, sont en situation de divorce avec le pouvoir et qu'il va y avoir des manifestations aujourd'hui contre le jugement de Viry-Châtillon. Ça va se poursuivre. Ça n'a cessé de se dégrader entre la Castaner, première période, ministre de l'Intérieur, qui défendait les flics quoi qu'il arrive, et puis plusieurs erreurs majeures commises par Castaner lui-même. Rappelez-vous, quand il parlait de présomption de culpabilité à l'égard des policiers, chose sur laquelle il est revenu, mais c'était trop tard. Et puis ça continuait avec ce que dit Macron le jour même, pas en décalage, à CBS sur les contrôles aux faciès. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un petit instant. Vous êtes nombreux à vouloir réagir sur cette rencontre avec cette femme voilée hier qui a interpellé le président de la République sur le manque de mixité, à ne pas croire, à penser que c'est une mise en scène et à avoir des observations assez critiques sur cette intervention. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. Pierre, est-ce que c'est un prénom qui est encore porté? C'est la question que posait une femme hier qui a interpellé Emmanuel Macron. Je vous propose de réécouter cette séquence. Je déplore le manque de mixité dans le collège du quartier. Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. C'est vraiment grave, quoi. Je lui ai dit non, mon fils Pierre existe vraiment. Il y a des gens qui s'appellent Pierre. Moi, je fais sortir mes enfants, mais c'est vrai que cette question m'a choquée. Alors, beaucoup de nos auditeurs n'y croient pas, disent que c'est de la mise en scène, que cette femme parlait trop bien pour être vraie. D'autres nous disent, regardez les images des CRS qui bloquent le peuple, les vrais gens qui voudraient approcher le président de la République. Et puis cette question du voile, je voulais vous lire, parce que c'est une femme voilée qui pose cette question au président de la République, qui déplore le fait qu'il n'y ait pas d'enfant qui s'appelle Pierre, donc dans l'école de son fils. Catherine nous dit, cette femme voilée est une rigolade. Des Pierres, il n'y en a plus ou si peu dans ces cités, car cette femme et ses corélégionnaires ont tout fait pour qu'ils disparaissent. Moi-même, dans les années 70, j'ai vécu mon enfance dans ce genre de cité, dans l'Oise, et ces cités, il faisait bon y vivre. Que s'est-il passé? Tout le monde le sait. Le
communautarisme religieux a fait fuir les gens. Et d'ailleurs, pourquoi des musulmans n'ont-ils pas le droit d'appeler leurs enfants Pierre? Qui veut, Judith, peut-être commencer? L'auditrice a parfaitement raison. Elle pouvait appeler son fils Pierre. Il y a depuis quelques années une technique très efficace de la part de gens qui considèrent que c'est à la France de s'adapter à des cultures différentes de la sienne et pas l'inverse, qui consiste à se servir des faiblesses de l'adversaire, comme au judo. Donc vous avez par exemple un mouvement de néo-féministes, on en parlait tout à l'heure, alors là pour le coup je suis en désaccord radical avec ces associations, qui vous expliquent que porter le voile est un signe de liberté et de volonté d'émancipation par rapport à la société française. C'est-à-dire que le symbole de la soumission et de l'infériorité de la femme par rapport à l'homme est inversé et devient une revendication de libération personnelle. Donc moi je suis désolée quand j'entends cette femme voilée dont je ne sais rien et qui ne porte pas un petit voile, un petit foulard, c'est le vrai voile que préconisent notamment les salafistes. Je ne sais pas si elle est salafiste, je ne vais pas lui faire un procès d'intention, mais je ne peux pas exclure non plus que des gens qui considèrent... Comme les Turcs, voilà, avec qui considèrent que leurs enfants n'ont pas à être élevés à côté de gens qui estiment qu'une femme non voilée est impudique, mettent leurs enfants ailleurs. Alors, qui est Dominique ? Je suis mal à l'aise comme journaliste et comme citoyen devant cette scène. Elle nous a tous frappés, elle m'a frappé, elle est intéressante, mais il y a deux choses. La première, est-ce qu'elle a été au moins jusqu'à un certain point organisée, je veux dire, cette femme voilée, comment a-t-elle surgi devant le président? On n'y accède pas, on n'y accède pas comme ça. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y avait quelque chose d'organisé là-dedans? Ce serait pas totalement nouveau, mais ce serait intéressant de le savoir. Mais plus important sur le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas, moi, dans cette histoire-là. Quand elle dit... Alors d'abord, son histoire avec son fils, son histoire, c'est que son fils lui aurait dit « Mais Pierre, qu'est-ce que ça veut dire » Il y a des gens qui se prénomment Pierre, etc. C'est que dans les livres. C'est que dans les livres qu'il y a des gens qui appellent Pierre. Je sais pas, bon, bizarre. J'apprends ensuite, j'étais pas là, j'apprends comme tout le monde qui a suivi ça, que finalement, elle a pris la décision, je pense qu'il s'agit de son fils, de le faire partir de l'école publique pour le mettre dans une école privée, parce que là, au moins, il y aura de la mixité. Là, ma perplexité s'accroît, en quelque sorte. Les tenants et aboutissants de l'affaire. Et puis, je termine... Si elle réclame, si elle souhaite plus exactement plus de mixité un peu partout, pourquoi pas? Je vais lui faire le crédit d'une certaine sincérité, encore qu'on puisse se poser des questions. Mais attendez, c'est pas dans un seul sens. Elle porte le voile. Est-ce qu'elle dit la même chose à d'autres autour d'elle? Je veux dire, il y a quand même des situations, il faut le dire très simplement, des situations dans lesquelles les données se sont renversées, et c'est certains petits Pierre qui ont du mal à se retrouver dans des écoles, aussi déplorable que soit la situation, il faut appeler les choses par leur nom. Non, enfin bref, j'arrête. Je vais vous dire un truc juste sur Macron, puisque c'était son voyage, son déplacement. Mais là encore... On a parlé de l'interview à la chaîne américaine tout à l'heure. Mais là encore, qu'est-ce qu'il veut faire passer? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Vous voyez, nous sommes tous, chacun avec nos sentiments, notre sensibilité, c'est normal. Nous sommes tous en train de nous poser des questions. Donc ça veut dire, au moins dire une chose, c'est que c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que la scène ait été organisée ou qu'elle ait eu une part de spontanéité, admettons. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant ça? Moi, je comprends pas. Là, je répète, l'interview au Figaro, très bien. Le reste, je comprends pas. Alors, on va vous dire que c'est pas lui qui l'a organisé. Pascal Bataille, vous l'avez vécu comment cette scène?
Il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit. Effectivement, ça sent la séquence, et ça fait plus que sentir la séquence organisée, orchestrée et au millimètre. Et je suis assez d'accord avec Dominique de Montvalon pour poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire par ailleurs, à quoi c'est censé amener. Maintenant, je pense que derrière ça, il y a un vrai problème qui est posé, et je ne suis même pas sûr que ce soit le but d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, l'une des carences les plus terribles de notre société aujourd'hui, c'est le manque de mixité dans ces quartiers, et qu'il y a évidemment, et c'est un échec assez global de la politique de la ville française depuis une cinquantaine d'années, il y a évidemment un vrai travail de fond à faire sur cette question de mixité. Et on ne peut pas l'éluder totalement, et on ne va évidemment pas la résoudre en 10 minutes dans cette émission, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on ne peut pas la balayer d'un revers de manche comme ça, juste en s'interrogeant sur une séquence de communication présidentielle. Voilà, le problème de la mixité, c'est un réel problème. On ne peut pas l'évacuer en disant juste, on ne peut pas se plaindre du communautarisme et en même temps ignorer ce qui en est la cause, c'est-à-dire qu'on abandonne des quartiers, effectivement, à certaines populations et au messianisme des intégristes. Donc il y a un moment où il faudra, en France, et le plus tôt possible, le plus urgemment possible, poser vraiment le problème de la mixité dans les quartiers. Vous savez que la seule solution, c'est l'attribution autoritaire, comme en Allemagne, d'un lieu de résidence aux nouveaux arrivants. Ça, c'est pour les gens qui arrivent. C'est pas la seule solution, Judith. Ça fait partie des solutions. Si, parce qu'il y a une propension humaine et universelle à aller là où on trouve ses semblables. Et tout le monde fait comme ça. Il y a des quartiers italiens à New York. Enfin, c'est vraiment... Bien sûr, mais il faut aussi rendre ces quartiers vivables pour tous. Et ça passe mais il faut aussi par les moyens donnés à l'éducation, par les moyens donnés à l'école, par une politique effectivement de discrimination positive dans ces zones-là, avec des classes certainement moins nombreuses pour que les enseignants puissent retrouver le plaisir d'enseigner, y compris à des populations plus difficiles. Tout ça a été essayé. À un certain niveau de concentration, ça ne marche pas. Jamais avec des moyens suffisants, on le sait bien, jamais avec des moyens suffisants. Il y a quand même eu beaucoup d'argent. Alors, Arnaud Benedetti, il y a eu quand même un gros investissement de l'État depuis plusieurs décennies, en l'occurrence dans ces quartiers. Donc, on ne peut pas finalement considérer que la cause matrice de tout ça, c'est l'absence de moyens. Il y a d'autres problèmes, et d'autres problèmes qui sont malheureusement des problèmes d'ordre culturel. Il faut quand même voir la réalité en face. Si un certain nombre de personnes ont quitté ces lieux de vie, c'est parce qu'ils considéraient qu'ils ne pouvaient plus y vivre, tout simplement. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas, disons, mettre sous le tapis. C'est une vérité, j'allais dire, sociale, sociologique, politique, qui jaillit en plein visage de tout le monde. Mais moi, si vous voulez, pour en revenir à la scène, en l'occurrence, soit cette scène est orchestrée, ce que je ne veux pas imaginer, mais en tout cas, si c'est le cas, ça se retourne contre Emmanuel Macron, parce qu'encore une fois, ça traduit les ambiguïtés et les ambivalences qui sont les siennes. Donc je ne peux pas imaginer un seul instant que cette scène ait été volontairement préparée telle qu'elle. Par ailleurs, moi je pense qu'en effet, c'est un exercice de communication de cette dame, auquel nous avons assisté. Cette dame a quand même tous les attributs, en la regardant, en voyant son parcours, même si on sait peu de choses quand même, de quelqu'un qui me paraît plutôt proche, en tout cas des milieux qui sont les milieux islamistes, et elle veut donner l'impression d'être quelqu'un qui regrette finalement l'absence de mixité. Elle retourne la problématique. Le prénom Pierre, c'est un prénom chrétien, de petits chrétiens dans ces zones-là. Finalement, on est face à un exercice qui est quand même un exercice qui est très coutumier de la part des militants islamistes, c'est la taqiyya, c'est-à-dire qu'on avance masqué. Enfin, sauf que c'est la taqiyya à voile découvert. On n'est pas opposé, loin de là, à une coexistence et à une cohabitation. Il s'agit de donner une bonne image. Moi, je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir de cette séquence-là.
Oui, c'est assez, enfin c'est une image qui est assez paradoxale. Encore une fois, Judith, et on a une auditrice qui nous dit, personne n'a été choqué par le voile de cette femme. Si, c'est un. C'est ce que je vous disais, c'est la technique du judo appliquée à l'idéologie. Ouais. La liberté est une des valeurs fondamentales de la société française, et c'est de la liberté qu'elle se revendique pour imposer un signe de soumission. Mais est-ce qu'on peut évoquer Éric Zemmour qui parlait de Corinne, des prénoms, et c'est ce qu'évoquait notre auditrice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les prénoms ne sont pas français en tant que tels, l'intégration et l'assimilation n'est pas possible. Mais le discours de cette femme voilée, pour l'appeler comme ça, je ne sais pas quel est son prénom, il est... avec des guillemets, trop beau pour être entièrement vrai. Ben oui, non, on se pose des questions sur la façon... On peut se poser des questions sur la façon dont cette scénette a été orchestrée, ou en tout cas favorisée. On n'a pas donné vraiment tous les... Enfin, on l'a laissé parler, s'exprimer, etc. Mais moi, je serais curieux de savoir, on ne le saura jamais sans doute, quand elle est revenue vers ses amis, sa famille, ses voisins, etc., qu'est-ce qu'elle leur a dit? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Oui. Ben là, je serais très curieux, parce que peut-être que certains, là je force le trait, certains, pas tous, lui ont dit « t'as été très bonne ». Eh ben on verra. On a un auditeur qui veut réagir, qui habite Montpellier, c'est Laurent, il sera là avec nous dans un petit instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous parlons donc de mixité, de cette interpellation du président de la République qui a été interpellé par une femme hier, qui lui reprochait le manque de mixité dans les quartiers. Laurent, vous êtes en ligne avec nous, vous habitez Montpellier. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Vous vouliez réagir? Oui, absolument, parce que cette scène, je sais que M. Macron est monté dans les Hauts-de-Massanes, et cette scène est peut-être été tournée dans la rue Pierre Cardenal, d'accord? Et juste un peu plus haut, il y a le Palais des Sports Pierre de Coubertin, ok? Et juste un peu plus bas, vous avez la rue Pierre d'Auvergne. Donc le prénom Pierre n'est pas que dans les livres là-bas, d'accord? C'est ça qu'il faut savoir. Bon, donc là, il y a une manipulation de cette musulmane qui est sûrement intégriste, à sa manière. Ça ne veut pas dire qu'on est un fusil quand on est intégriste, pas du tout. C'est une idéologie, bien sûr. Voilà. Donc... Et pour aussi une petite réflexion personnelle, c'est que il faut quand même maintenant se rendre compte depuis quelques mois que toute notre ressource philosophique, intellectuelle, journalistique est orientée sur l'islam, quoi. On dirait qu'on est dans un pays musulman maintenant. On ne parle que de ça. Même moi, j'en parle. Vous vous rendez compte? Donc, est-ce qu'il faudrait voir ça différemment au niveau journalistique aussi? Voilà, parce qu'on ne parle que de... Mais là, c'est un alors, peu... Judith Weintraub. J'entends très bien ce que vous dites, mais quelle solution proposez-vous? Je vous donne un exemple tout récent. La marque Evian se fait vilipender sur les réseaux sociaux parce qu'elle passe le premier jour du Ramadan un tweet incitant à boire de l'eau. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ne pas en parler? Et peut-être ne pas en parler, justement, oui, parce que je connais cette affaire. C'est une Evian, vraiment, ils sont zéro, les communicants. Ils ont été lamentables. En s'excusant. Oui, bien sûr. Il s'excuse de ceux qui ne l'ont pas fait en plus. Attention, il faut qu'il y ait le premier tweet. Oui. Mais il s'excuse de ceux qui ne l'ont pas fait. Vous vous rendez compte un peu leur niveau? Bon, tout ça est orchestré, c'est pas possible. Ou alors c'est un musulman qui est communicant là-bas. Je ne sais pas. Enfin, j'en sais rien. On ne saura pas. Mais peut-être moins en parler et parler de nous, la France, et arrêter de parler de la République sans arrêt. Il faut parler de la France. La République, il y a des républiques islamiques, il y a des républiques populaires de Chine, il y a des républiques de la Corée du Nord. Enfin, la République, ça ne veut rien dire pour démontrer un mode de vie. Une auditrice vous répond et dit ne pas en parler, c'est laisser faire. C'est ça le problème. Ah non, mais c'est ne pas en parler autant. Oui. Et vous, voilà. Bon, parce que même moi, je finis par ne parler que de ça. Alors, je me suis fait avoir. On me mange la laine sur le dos, là, en ce moment. Vous comprenez? Mais donc vous dites des pierres, il y en a partout, en tout cas dans l'espace public, dans ce quartier, et que vous sentez que c'est une manipulation.
Et oui, parce que peut-être qu'il a été couvrir au Palais des Sports, ce gamin là-bas, Pierre de Coubertin. Donc il y avait handball Montpellier qui s'entraînait d'avant en haut. Je ne sais plus s'il s'entraîne encore, mais enfin bon, peu importe. Ouais. Voilà. Donc il y avait. Merci en tout cas, Laurent, d'être intervenu. Maya nous dit, mais là on part en vrille. En quoi cette femme est intégriste? Au contraire, dans ce qu'elle dit, elle voudrait plus de mixité. Mais si on veut plus de mixité, est-ce qu'on commence? Enfin, il y a la question quand même du fait qu'elle soit voilée qui interroge. Enfin, quand on veut, et c'est ce que disait une autre auditrice plus précédemment, c'est que ça s'est bien passé pendant un certain temps et qu'il y a un moment où il n'y a plus de mixité du tout. Non, mais s'il y a une volonté, s'il y a un désir de plus de mixité, il faut aussi que tout le monde, et dans le cas précis, cette jeune femme, cette jeune mère de famille, nous explique clairement, en 3 minutes, pourquoi on est dans cette situation qu'elle déplore. Et ça l'obligera, pas seulement, mais entre autres, à s'interroger sur un certain nombre de ses proches, de ses voisins et tout. Tout le monde doit balayer, selon une expression très mauvaise et éculée, tout le monde doit balayer devant sa porte. Qu'elle dise aussi pourquoi, au lieu de se plaindre. Pascal, je ne sais pas qui voulait réagir, Pascal, ou à ce que disait notre auditeur. Non, mais je suis assez d'accord sur le fait que notre pensée et nos médias sont peut-être trop largement depuis quelque temps concentrés sur cette question de l'islam et des musulmans, avec des généralisations qui pour ma part, me heurte profondément, parce que à entendre certains des intervenants précédents, on a l'impression que tous les musulmans sont intégristes. Personne n'a dit ça. Qui a dit ça? Arnaud Benedetti a dit que cette femme était certainement islamiste. Je suis désolé, mais je ne me permettrai pas de dire ça, de la même façon que j'ai été extrêmement choqué d'entendre votre auditrice qui dit elle parle trop bien, comme si effectivement, parce que cette dame vit dans les quartiers et a un foulard sur la tête, elle n'est pas capable de parler correctement notre langue. Alors il faudrait savoir ce qu'on demande. Est-ce qu'on demande est-ce que ces populations-là soient intégrées? Je pense que l'auditrice voulait simplement dire que son discours était trop construit et trop habile. C'était pas une question de niveau de langue. Il y avait des relents racistes et des connotations racistes très, très présentes dans cette façon de s'étonner du vocabulaire et de l'élocution de cette dame. Mais vous êtes en train de nous faire le coup, le foulard est un bout de tissu comme un autre, c'est ça? Non, je ne fais pas du tout ce coup-là. Je parle juste de cette séquence sur la capacité à s'exprimer de cette Non, mais femme. sur le foulard, le foulard, peut-être je vais laisser Arnaud Benedetti s'exprimer, mais le foulard n'est pas un bout de tissu comme un autre. Il est le symbole de quelque chose. Je pense, mais je suis convaincu que toutes les femmes qui portent un foulard sur la tête, c'est pas exactement un voile, un hijab sous. En l'occurrence, c'était pas un foulard sur la tête, c'était un hijab. Oui. Allez-y, Pascal. J'ai peut-être mal vu, mais j'ai eu l'impression qu'elle avait le visage à découvert. Mais j'ai peut-être mais hijab, vous avez... faudrait que je. Oui, le hijab, vous avez vous confondez avec la burqa. Elle ne portait pas de burqa avec le visage caché, mais un hijab. Son visage était découvert. Avec un hijab, pas un foulard. Et je pense que, je me suis même convaincu que toutes les femmes qui portent aujourd'hui un hijab ou un foulard sur la tête, pour employer le mot français, ne fut-il pas de chez Hermès, ne sont pas pour autant des intégristes et des islamistes. Bon, après, je pense que voilà, cette globalisation me gêne. Pour autant, et j'en terminerai là, la séquence qu'on a vue hier est effectivement très dérangeante, parce que on ne sait pas ce que le président a voulu montrer. Effectivement, s'adresser et cette femme a bien évidemment été sélectionnée là-dessus. Je pense qu'il n'y a aucun doute. On n'a pas laissé comme ça une femme au hasard s'approcher du président. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Qu'est-ce qu'on veut dire en laissant une femme effectivement portant un foulard s'adresser au président et représenter la population de ce quartier? Tout ça interroge. Je n'ai pas les réponses à tout, mais en même temps, j'aimerais qu'on ne globalise et qu'on ne généralise pas non plus des termes qui sont forcément connotés et forcément inquiétants. Voilà. Arnaud Benedetti. Non, mais juste sur le foulard et le voile, je rappelle que ce n'est pas une prescription religieuse. Mais par contre, on le voit très bien. Non, mais c'est justement, c'est bien là que le problème se pose. C'est qu'il est utilisé depuis maintenant plusieurs décennies comme un signe politique. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut quand même avoir conscience. Donc si cette dame porte le foulard, j'ai pas dit qu'elle était
intégriste, qu'elle était islamiste. En tout cas, elle avait des signes de reconnaissance, en tout cas en première intention, qui la reproche plutôt de cette mouvance-là. Ensuite, moi je dis ne pas en parler. Je veux bien qu'on n'en parle pas, mais la réalité, c'est que quand vous regardez là aussi les évolutions de l'opinion publique depuis maintenant une dizaine d'années, il s'agit là d'une récurrence qui est au cœur du débat public, au cœur du débat politique. Donc il est extrêmement difficile de ne pas en parler. Et on parlait tout à l'heure du tweet ou des excuses de la société Evian suite à un tweet qu'elle considérait malencontreux dans cette période de Ramadan. Ça démontre bien que même les grandes marques ont intériorisé cette réalité-là. Donc, il est très difficile de ne pas en parler, puisque ça fait partie du débat public aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou non, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure manière de régler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés que de faire silence face à cette réalité. Alors peut-être qu'on en parle trop, peut-être qu'il s'agit d'un sujet qui suscite parfois des buzz qui sont, et là je rejoins Pascal Bataille, qui sont parfois en effet malsains, mais cette réalité-là, elle est au cœur du débat public, et je crains qu'elle soit au cœur de la prochaine élection présidentielle. On est d'accord. Je suis tout à fait d'accord, Arnaud Bénédictier, avec ce que vous dites, mais il y a plusieurs façons d'en parler. Effectivement, il y a la façon Éric Zemmour, qui est d'agiter en permanence le grand épouvantail et de n'être que dans cette politique et dans cette philosophie de la peur et du stress pour toute personne n'étant pas musulmane. Et puis, il y a des façons, effectivement, qui sont d'essayer de trouver des solutions. Vous parliez tout à l'heure de la politique de la ville. On a, grosso modo, injecté 10 milliards d'euros par an dans la politique de la ville. C'est rien quand on voit ce que coûte aujourd'hui un mois de Covid. Vous voulez dire ça pour tout, alors. Donc, il y a des expériences très intéressantes qui ont été menées à Toulouse, par exemple, où on a refondé la carte scolaire pour effectivement recréer de la mixité de façon un peu contrainte, parce qu'on ne passera, comme le disait Judith aussi tout à l'heure, que aussi par des solutions un peu contraintes pendant une certaine phase. Ces solutions-là, elles donnent des résultats. Donc on ne peut pas être en permanence juste dans un discours qui dit « oulala, l'islam est en train de nous envahir ». Et on est foutu, et ne jamais chercher des vraies solutions et ne jamais chercher à agir concrètement. Mais ça, on ne peut pas être juste dans la dénonciation. Mais concrètement, ça marche pas très bien. À Montpellier, il y avait eu... On abandonne les territoires et on crée des grands murs autour de ces ghettos pour éviter qu'ils viennent marcher dans nos quartiers bourgeois à dominante blanche. Si on ne fait... Mais c'est pas ça, c'est que c'est qu'eux-mêmes s'en vont. C'est-à-dire que cette femme hier dit « moi je vais mettre mon enfant à l'école privée ». C'est qu'eux-mêmes ne veulent pas rester non plus dans ces quartiers. Je trouve que c'est bon signe. Si pour autant qu'elle soit... Si jamais elle avait un gramme de sincérité, ce que j'espère dans ce qu'elle disait, je trouve que c'est plutôt bon signe, parce qu'effectivement, s'il y a des populations qui dans ces quartiers, qui prennent conscience effectivement du besoin de mixité, peut-être que c'est un terreau sur lequel il faut essayer de travailler. Mais c'est du long terme. Christine Bouillot me signale qu'à Montpellier, il y a déjà eu une affaire de demande de plus de mixité dans un de ces quartiers. C'était une dizaine d'années. Mairie et rectorat ont fait en sorte que les choses changent dans le mode d'attribution des dérogations scolaires. C'était Hélène Mandroux qui était maire de la ville. Ils ont tenté de faire venir les élèves des autres quartiers avec des filières sélectives au collège, mais pas facile de convaincre les familles des autres quartiers de venir dans ces collèges qui ont des réputations ghetto. Donc oui, c'est des choses qui mettent du temps à bouger. Merci à tous les quatre. Merci pour ces débats. On se retrouve demain.